Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je sais que l'heure est à la digestion et j'espère que j'arriverai à vous tenir éveillés dans tous les sens du terme. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre soutien, pour l'invitation. Ça m'a vraiment réjoui et nourri. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un concept, en fait, d'une expérience qui m'est très chère, c'est celle de grande santé. Dans le Gai savoir, Nietzsche, il distingue la bonne santé, c'est être en pleine forme, être bien bâti, ne pas avoir de maladie. Bref, à part l'équipe de France, il n'y a pas grand monde qui ne serait pas mis sur la touche. Et donc, il propose le concept de grande santé. Et ça m'a toujours touché. Et il dit dans le Gai savoir, la maladie n'est pas le contraire de la santé. Et je trouve ça magnifique. Quitter le point de vue dualiste. D'ailleurs, c'est tragique de dire il y a les bien portants et il y a les autres. Nietzsche, il dit qu'un médicament, mais au sens large du terme, un pharmacone, ça peut tuer quelqu'un et guérir un autre. Et ça, c'est magnifique. Parler de grande santé, c'est parler des santé. Récemment, j'ai un copain qui est mort d'un cancer assez jeune d'ailleurs. Et jusqu'au bout, il y avait cette grande santé. J'aime bien les Grecs, ils avaient un concept, ils se disaient progressants. Prokoptoi en grec et progredientes en latin, c'est-à-dire ceux qui font un pas après l'autre. Et pour moi, la grande santé, et pour Nietzsche avant tout, c'est une dynamique, un élan qui intègre, qui fait feu de tout bois. C'est pas un modèle à viser. Et d'ailleurs, j'ai compris un jour qu'il me fallait guérir de l'idée de guérir. C'est-à-dire l'idée qu'un jour, il n'y aurait pas de problème. D'ailleurs, dans Zarathustra, Nietzsche dit il faut porter encore du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Je me rappelle, j'ai fait 3 ans, enfin pardon, c'est horrible, j'ai fait 3 ans, j'ai passé 3 ans en Corée pour apprendre le zen. Puis je croyais franchement qu'avec 6 heures de méditation par jour, les problèmes allaient foutre le camp. Et je suis revenu de Corée avec encore plus de soucis qu'avant. Et je dis merde, l'efficacité, justement, la Corée et ce chemin, c'était guérir de l'idée de guérir. La santé, c'est pas un combat, c'est une grande pacification. Et trempé. C'est-à-dire, quand on est rentré de Corée, je me rappelle, on ne savait pas trop où habiter, il y avait des cartons partout.
Et il y a une copine de Mathieu Ricard qui a dit « c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème ». Et c'est devenu mon mantra. C'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. C'est le bordel, c'est ce que les anciens appellent le tragique de l'existence. Le tragique, ça ne veut pas dire que c'est sombre et c'est cruel, mais ça veut dire qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Il y a un commentateur des textes bouddhistes qui s'appelle Garfield, comme le dessin animé d'ailleurs. Il dit la souffrance chez les bouddhistes liée au tragique de l'existence, c'est comme si on débarquait sur une île touristique et qu'on nous disait c'est super là-bas, mais de temps en temps, il y a un tigre qui dévore un touriste. Mais c'est très rare. De temps en temps, il y a des maladies fatales, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Il voulait montrer par là que le tragique de l'existence, c'est peut-être quand on dit oui au tragique de l'existence qu'on est dans la joie inconditionnelle. C'est-à-dire se rendre compte que le mental ne maîtrise absolument rien. Et qu'on est porté par quelque chose, on n'est pas obligé de le définir, qui dépasse l'individualisme. La grande santé, c'est... moi, j'ai traversé des périodes difficiles, comme tout le monde d'ailleurs, c'est une banalité de dire ça, mais ce qui m'a aidé, c'est justement Sénèque qui dit dans les Lettres à Lucilius, en citant le philosophe Rufus, « Demande à ton âme, ou à ton corps d'ailleurs, qu'as-tu fait pour progresser aujourd'hui ? De quel souci tu t'es libéré ?» Je pense, en tant que malade chronique, ce qui est le plus dur, c'est l'impuissance. Moi, je sais que quand je vais voir le médecin, je ne vais pas ressortir en pouvant danser des claquettes. Et souvent, je me surprends à rassurer le médecin. Mais c'est pas grave, on fera avec. Et il y a une usure de devoir justifier l'impuissance. Mais ce qui aide, je crois, c'est de sortir du cabinet du médecin en disant, voilà, un exercice que je peux pratiquer. Qu'est-ce que je peux concrètement mettre dans ma vie, ou soustraire à la vie d'ailleurs, pour alléger le voyage? Parce qu'il y a beaucoup de baratin. J'ai remarqué que quand on va mal, c'est comme, pour beaucoup, c'est comme les commentateurs du match de hier. Ils jouent à la place de... À ta place de tirer un penalty, tu as envie de dire, mais vas-y. Et le médecin, le soignant, le thérapeute qui est dans le discours, je ferai ça à ta place. Ou pire, qui explique à tir d'arigot ce qui est important, je pense, c'est de poser un acte. En sortant de la... C'est pas un acte physique, mais c'est entrer dans une dynamique. La grande santé, c'est un exercice
une dynamique, un équilibre avec les forces du jour. La grande santé d'aujourd'hui, c'est pas celle d'hier. Ça change. C'est éviter aussi la comparaison. Il y a le célèbre exemple dans les lettres à Bleienberg de Spinoza. Spinoza, il dit en gros que, il dit d'ailleurs précisément, par réalité et perfection, j'entends la même chose. Autrement dit, pour lui, le réel est parfait. Et Bleienberg, il dit, mais l'aveugle n'est pas parfait parce qu'il lui manque quelque chose. Et Spinoza répond, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir des ailes comme les oiseaux? Et Bleienberg, il dit non. Et Spinoza il va encore, il dit, si tout le monde avait des ailes sauf vous, est-ce que vous ne regretteriez pas de ne pas avoir des ailes? Autrement dit, la comparaison, ça peut nous éloigner de la grande santé. C'est comme les exercices spirituels, ça se conjugue à la première personne, sinon on est des commentateurs de foot. Et au présent, ici et maintenant, avec les forces et les faiblesses du jour. Donc, quand on rencontre une personne, être à l'écoute. C'est quoi le désir profond de la personne qu'on accompagne? Et c'est ça qui est rigolo, le désir profond n'est pas toujours formulé. Comment aller voir un thérapeute et lui dire j'ai peur ou je me sens seul? La grande santé, c'est, comme dit Nietzsche, ce n'est pas une stase, c'est pas, ça stagne pas, c'est pas fixe. D'ailleurs, c'est le message d'un fameux sutra du Bouddha qui s'appelle le Sutra du Diamant. En sanskrit, c'est Vajrasédika Prajna Paramita Sutra. Ça s'écrit comme ça se prononce. Et il dit le Bouddha n'est pas le Bouddha, c'est pourquoi je l'appelle le Bouddha. J'ai tout le temps été fasciné par cette formule. Et comme souvent, quand je ne comprends pas, j'essaie de comparer avec des trucs très concrets. Ma femme n'est pas ma femme, c'est pourquoi je l'appelle ma femme. Là, tout vient limpide. Ça veut dire que ma femme, c'est pas la somme d'étiquettes que j'ai par rapport à elle. C'est pas l'ensemble de mes croyances. Et c'est ça qui est génial chez le Bouddha, il rajoute, c'est pourquoi je l'appelle ma femme. Du moment qu'on sait que les mots enferment la réalité, on peut les utiliser, mais avec une légèreté, un détachement. Comme des radeaux qui nous aident à avancer précisément. Le handicap n'est pas le handicap. C'est pas, comme certains jours on pourrait le croire, très difficile, c'est pas non plus facile. C'est pourquoi je l'appelle le handicap. La santé n'est pas la santé, c'est une invitation vraiment du coup à la mettre écarte, de se libérer
de toutes les représentations. C'est pourquoi je l'appelle la santé. Parce que pour le Bouddha, la source de la souffrance, c'est la fixation. D'ailleurs, je suis frappé quand on regarde des enfants, comment ils peuvent passer des rires aux larmes. Tac, il y a une fluidité qui est de l'ordre de la grande santé finalement. La grande santé, ce n'est pas un déni de la souffrance, mais il y a une fluidité. Alors que l'adulte, nous les adultes, on peut être rancuniers pendant des années. La haine, le ressentiment. Ce qui est beau chez les Grecs, notamment Épicure, je crois, ils parlent, les sceptiques, ils parlent des remèdes comme des purgatifs. C'est des médicaments qui sortent, si je puis dire, avec le mal qu'il entend guérir. L'image est assez claire, je pense. Mais en gros, ça veut dire qu'il y a des trucs qui nous aident à une partie de la vie et d'autres qu'il faut laisser. Si on a, par exemple, vécu dans une enfance très menacée, très hostile, la peur et le courage nous ont peut-être sauvé la vie, mais aujourd'hui, ces mêmes outils, pharmacones, remèdes, ça peut devenir des poisons qui nous empêchent d'être voyager léger, sans bagage, comme dirait Anouilh. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'aspect collectif de la santé, et de la grande santé ou des grandes santé. Parce que il y a des expressions qui disent beaucoup sur l'idéologie qu'on plaque sur les gens qui ne vont pas bien. Par exemple, il s'est fait un burn-out. Ça m'a toujours surpris, c'est-à-dire je trouve à la limite, enfin, maltraitant. Et qu'est-ce qu'on en sait? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça change de lui dire? Alors, je ne veux pas dire qu'on n'est pas responsable de rien dans la vie, mais je constate que dans une société hyper individualiste, on ramène sur l'individu la faute. Quand on parle de burn-out, en disant « il s'est fait un burn-out » ou « elle s'est fait un burn-out », on ne met pas en cause le système dans lequel la personne évolue. Un rythme de dingue, une pression, une charge mentale, comme on dit aujourd'hui. Et pour moi, travailler à nourrir la grande santé, c'est vraiment aussi regarder qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être traumatisée, blessée, meurtrie. En tant que personne handicapée, je dois de plus en plus m'excuser d'être plus lent à la caisse d'un magasin ou d'un restaurant, excusez-moi. Et c'est rigolo parce que je m'excuse d'être qui je suis. C'est pas que j'ai tiré une gifle, je sais pas qui, mais c'est tout simplement que sortir la carte de crédit, c'est plus lent. Et quand il y a une queue de 10 personnes, voilà. Et il ne faut pas faire de la spiritualité un lieu de soumission.
Nietzsche dit dans Zarathustra qu'il y a, enfin, je schématise, mais en gros, il y a 3 stades de la vie. Il y a la phase où on est un âne, c'est-à-dire pas au sens idiot, mais au sens où on est une bête de somme. On prend tout ce qu'on nous a dit. Et en allemand, IA, le cri de l'âme, de l'âne, c'est le oui servile. La deuxième étape, c'est le lion qui commence à rugir, à mettre en cause justement les idées reçues. Je m'aperçois des fois dans la vie que je pense comme les gens qui m'ont fait le plus grand mal dans l'institut où j'ai vécu. C'est comme si j'avais intégré, imbibé les préjugés ambiants. Platon, il dit que l'éducation première, c'est un peu comme quand on teint un linge, ça reste. Et moi, j'ose imaginer justement avoir des lieux où on peut être qui on est sans être jugé et voir qu'on peut aller sans ces systèmes de valeurs qui nous ont peut-être servi un temps, mais qui sont lourds. Donc, la grande santé, et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir tout seul. Dans les moments de grande souffrance, j'ai toujours rêvé qu'il y ait quelque part comme un guichet, comme à la poste, où on peut débarquer en disant, voilà, j'ai besoin de ça. Et je crois que c'est un cadeau qu'on offre à l'autre, que d'être cette ouverture, cette présence, sans vouloir immédiatement réparer la chose, ou la blessure plutôt. Sans vouloir non plus se débarrasser du problème. Quand il y a des gens qui m'accostent dans la rue en disant « je vis un drame, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je dis « il faut méditer » et je pars. C'est comme si, tiens, mais pourquoi pas assumer d'être impuissant et être une présence. Il y a Heidegger qui parle dans Être et temps du concept de l'équivocité. C'est-à-dire quand quelqu'un nous raconte quelque chose, on le réduit à notre vécu sans écouter la singularité de l'autre. Ça me rappelle un reportage sur France 3. Et la personne, elle s'en fout de ça. De nouveau, c'est comparer son vécu à du connu. Et Krishnamurti, il disait justement aller vers l'inconnu. Ne pas comparer à ce que je vis. Même si mon expérience est une boussole, mais je sais qu'il y a une solitude ontologique. On est tous en lien en permanence, mais on est à la fois seul dans ce corps, seul à mourir à tel instant. Donc, grande santé, pas de fixité, d'instant en instant, la dimension sociale et le troisième point, je dirais, bâtir une société solidaire.
Dans le bouddhisme, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est celui du bodhisattva. C'est des êtres qui renoncent à l'éveil, on pourrait dire à un bonheur pépère, pour s'engager pour les autres. Et ça, c'est très concret. Qu'est-ce que Nietzsche dit la meilleure façon de commencer une journée, c'est se demander si ce jour-là, on peut faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'est concret. Bâtir une société éveillée, c'est convertir son regard et convertir le regard. La grande santé, c'est un nous. Et ultimement, le voyage spirituel, c'est aussi passer du je au nous. Merci beaucoup. Merci.